merci tout spécial à vous, Madame Souk, pour avoir organisé euh, cette coordination finalement nos deux institutions qui, ma foi, très bien fonctionné grâce à votre soutien. Encore une fois, merci. Alors, je suis directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone. Je vais peut-être juste prendre 2 secondes pour expliquer ce qu'est le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone. C'est un peu, pour donner un exemple, un peu d'un repère, l'équivalent d'un laboratoire, d'un grand laboratoire interdisciplinaire soutenu par notre université et qui couvre plusieurs domaines, qui couvre en fait des enjeux de la francophonie, de sciences de l'éducation, en passant par la sociologie, le droit, la science politique, la médecine. On a une collègue qui est clinicienne, donc on est dans plusieurs domaines et on essaie un peu dans un espace bilingue qui est l'Université d'Ottawa et dans un espace aussi un peu plus anglophone qui est l'Ontario, de faire rayonner la francophonie. Et donc, j'ai ici avec moi des collègues, des chercheurs du Collège des chaires et également mon collègue Martin Meunier, qui, comme moi, est titulaire d'une chaire de recherche, lui, sur les phénomènes religieux. Très bien. Donc, comme on l'a très bien expliqué notre hôte, alors on va commencer par, c'est un peu un mariage, un peu un dialogue, mais il y a quand même quelques points de rencontre entre les arts et la religion. Je me ferai un peu un point d'honneur de les souligner ici et là lorsque je les mettrai en perspective. Mais en fait, ça nous permet, nous, de discuter un peu de la jeunesse, faire un peu le fil conducteur entre les arts et les aspirations d'une jeunesse qui nous conduira à réfléchir à des institutions culturelles et artistiques d'hier à aujourd'hui, et ensuite de passer le flambeau à mes collègues qui parleront de phénomènes religieux et de jeunesse d'aujourd'hui et de demain, donc un peu dans une logique de projection. Je vais alors, sans doute ici, plusieurs personnes connaissent la francophonie canadienne, mais sans trop présumer, peut-être qu'il serait important que je vous situe ma présentation qui s'intéresse davantage aux francophonies canadiennes, donc hors Québec, que je puisse vous les mettre un peu en perspective. Et peut-être sur la première fiche, alors moi, vous voyez, j'ai pris un peu de temps. Peut-être juste pour vous situer en quelques repères, la francophonie canadienne, qu'est-ce que c'est? Alors, puis mes collègues ensuite me corrigeront, ils ont peut-être des chiffres un peu plus exacts que mes statistiques de 2021. Les francophones au Canada, donc sur une population en 2021 de 38 millions d'habitants, c'est environ 11 millions de francophones. Essentiellement à 84 au Québec. Et le reste, le 16 c'est une communauté très, 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 très fine, répartie sur les différents espaces donc, du Canada. Donc, à l'extérieur du Québec, c'est 1 million de francophones, 500 000, 550 000 environ en Ontario, donc Ottawa, Toronto, des communautés qui sont surtout dans le nord de l'Ontario, qui sont plutôt dans l'est ontarien. Ensuite, une autre grande population francophone du Canada, c'est celle, la population acadienne qu'on retrouve beaucoup, principalement aujourd'hui au Nouveau-Brunswick, environ 300 000 habitants. Et ensuite, ben, il faut regarder un peu ailleurs, en Alberta. Alors là, on commence, vous allez voir les chiffres de la francophonie, beaucoup plus beaux, de micro-communautés, 72 000. Au Manitoba, 38 000. Et en Colombie-Britannique, donc ça c'est Vancouver et plus, environ 65 000. Donc à l'extérieur du Québec, je le résume un peu, 1 million de personnes réparties d'un bout à l'autre du pays avec de très petites communautés. Il y a des francophones partout, mais ce sont des communautés qui sont beaucoup plus limitées, mais qui sont quand même des communautés historiques, enracinées, une présence culturelle de longue date, des communautés qui sont là depuis parfois le tout début de l'histoire de la présence française en Amérique. Alors, merci. Et donc, francophonie plurielle, alors j'ai mis ici, vous voyez, pour le besoin de l'exercice, j'ai mis ici une carte du Canada avec différentes couleurs, différentes colorations.
Alors, peut-être que le point de départ, celui que je devrais établir, c'est que très souvent, donc on a très longtemps parlé d'une communauté anglophone et d'une communauté francophone au Canada. Et même, j'ai des souvenirs jeunes, de ma jeunesse, où on utilisait encore peut-être un peu plus fréquemment qu'aujourd'hui l'expression canadien-français, canadien-anglais. Il y avait ce repère, il existe un Canada français, Canada anglais. Alors, ce repère, il s'effrite un peu dans les années 60, pour toutes sortes de raisons. Transformation culturelle, transformation sociale. Les Québécois vont se reconnaître comme Québécois et on va avoir donc différentes façons de réfléchir à son avenir, à sa communauté. Donc, l'éveil d'un sentiment national au Québec dans les années 60 a grandement contribué à la fragmentation des francophonies canadiennes. Et si bien qu'aujourd'hui, à l'extérieur du Québec, les gens se réfèrent moins comme Canadiens-Français, mais plutôt comme Franco-Ontariens, Acadiens, Franco-Manitobains, Franco-Françaiscois. Donc, tous ces drapeaux, en fait, qui colorent la carte du Canada sont, d'une certaine manière, des artefacts d'une reprise d'une identité, d'une reconstruction des identités francophones à l'extérieur du Québec à partir des années 60 et 70. Alors, moi ici, sur quoi je vais discuter un petit peu aujourd'hui, c'est la question de la vitalité des organisations culturelles, des organisations artistiques à l'extérieur du Québec. Et donc, je parle, oui, des pratiques, mais davantage des organisations, davantage de la création de milieux culturels, d'art, de théâtre, de maisons d'édition qui portent des projets identitaires, des projets communautaires, des projets culturels à l'extérieur du Québec. Et donc, ça, c'est le fruit d'une collaboration que j'ai entamée il y a de ça quelques années avec la Fédération culturelle canadienne-française qui est ce qu'on appelle un organisme de service. Alors, un organisme de service au Canada, c'est un organisme qui euh, fait de la représentation d'intérêts. Ce n'est pas vraiment un syndicat, mais c'est une formule associative qui représente des intérêts, mais aussi qui donne des ressources aux praticiens dans le domaine. Et donc, il y a de ça quelques années, ils m'ont contacté pour qu'on démarre un projet. On a eu des financements du Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada. Et il s'interrogeait en fait sur les impacts d'une formule de financement qui est en train de se développer, qui était un nouveau facteur d'impact qui allait peut-être avoir des implications pour eux. Eux, ce qu'ils s'inquiétaient, c'est de dire, ben, si on évalue différemment la culture, on imagine que nous, avec nos très petites organisations communautaires à l'extérieur du Québec, ben, ça pourrait avoir des impacts. On risque d'être désavantagé par ces nouvelles formules de classement, etc., etc. Donc, ce qu'on a fait comme travail, on a fait un travail de fond, d'examen, de réflexion sur l'évolution des organismes culturels minoritaires pour voir un peu ben, comment est-ce qu'ils auraient, comment est-ce que cette transformation aurait des influences, des incidences sur leur façon de fonctionner. On a retenu 3 domaines. Le domaine de l'édition, le domaine du théâtre, bien sûr, parce que ces 2 domaines sont beaucoup marqués par la langue, dont les enjeux linguistiques sont importants. Et un troisième domaine, celui des arts visuels. Alors ça peut sembler un peu contre-intuitif. Pourquoi les arts visuels? On imagine que la question de la langue ne se prête pas nécessairement comme étant un enjeu pour les arts visuels, alors qu'elle l'est. Depuis les années 50, depuis la première formulation d'une politique culturelle fédérale, si on fait l'examen de tous les mémoires, de toutes les interventions, un des fils conducteurs de nos réflexions sur les politiques culturelles, c'est un désavantage des arts visuels chez les francophones. Et ce secteur, donc on sait cette question depuis les années 50, est toujours une question d'actualité. Et donc, alors c'est une question aussi qui est portée par les acteurs qui eux-mêmes se sentent désavantagés. Donc, on a fait un examen de ces 3 secteurs. Alors, à l'écran ici, donc, culture et jeunesse francophone. Donc, déjà, pour un peu cadrer les choses, alors, évidemment, aujourd'hui, on est beaucoup familier avec des lectures générationnelles, euh, très typifiées. Vous êtes habitué, en fait, je pense que probablement que dans l'histoire